Braves gens, bonsoir ou rebonsoir et bienvenue dans FX Histoire. Et tout de suite, je vais vous lire La création, une nouvelle de Dino Buzzati, traduite de l'italien par Jacqueline Remillet. Braves gens, bonne écoute. Le Tout-Puissant avait déjà construit l'univers, disposant avec une irrégularité fantaisiste les étoiles, les nébuleuses, les planètes, les comètes. Et il était en train de contempler ce spectacle avec une certaine complaisance. Quand un des innombrables ingénieurs projeteurs à qui il avait confié la réalisation de son grand projet s'approcha d'un air très affairé. C'était l'esprit Odnom, un des plus intelligents et des plus dynamiques de la nouvelle vague des anges. N'allez surtout pas penser qu'il avait des ailes et une tunique blanche. Les ailes et la tunique sont une invention des peintres de l'ancien temps qui trouvaient que c'était bien pratique sur le plan décoratif. Tu désires quelque chose ? Lui demanda le Créateur, avec bienveillance. « Oui, Seigneur, » répondit l'esprit architecte. « Avant que tu n'apposes le mot « fin » à ton œuvre merveilleuse et que tu ne lui donnes ta bénédiction, je voudrais te faire voir un petit projet auquel nous avons pensé avec quelques jeunes collègues. Quelque chose de très secondaire, une vétille comparée à tout le reste, un détail, mais qui nous a quand même semblé intéressant. » Et d'un porte-document qu'il tenait à la main, il tira une feuille où était dessinée une espèce de sphère. « Fais voir » dit le Tout-Puissant, qui naturellement connaissait déjà tout du projet, mais faisait semblant de l'ignorer et simulait la curiosité, afin que ses meilleurs architectes en ressentissent un plus grand plaisir. Le plan était très précis et portait toutes les codes souhaitables. Voyons, qu'est-ce que cela peut bien être ? Dit le Créateur, poursuivant sa feinte diplomatique. On dirait une planète. Mais nous en avons déjà construit des milliards et des milliards. Faut-il vraiment en faire encore une ? Et de dimensions aussi restreintes de surcroît ? Il s'agit en effet d'une petite planète, confirma l'ange architecte. Mais contrairement aux autres milliards de planètes, celle-ci présente des caractéristiques particulières. Et il expliqua comment ils avaient pensé la faire tourner autour d'une étoile à une distance telle qu'elle en recevrait de la chaleur, mais pas trop. Et il énuméra les éléments du devis avec leurs quantités respectives et leur prix de revient. Dans quel but tout cela ? Eh bien, toutes ces conditions préalables étant réalisées, il se produirait sur ce globe minuscule un phénomène très curieux et amusant. La vie.
Il était évident que le Créateur n'avait pas besoin d'explications complémentaires. Il en savait plus long à lui tout seul que tous les anges architectes, anges contremaîtres et anges maçons rassemblés. Il sourit. L'idée de cette petite boule suspendue dans l'immensité des espaces, portant une multitude d'êtres qui naîtraient, croîtraient, multiplieraient, mourraient, lui semblait plutôt piquante. Naturellement, parce que même si ce projet avait été élaboré par l'esprit Odnom et ses collaborateurs, en fin de compte, il provenait toujours de lui, origine première de toute chose. Devant l'accueil bienveillant, l'ange architecte prit de l'assurance et lança un coup de sifflet strident qui fit accourir sur le champ des milliers, mais que dis-je, des milliers, des centaines de milliers, et peut-être des millions d'autres esprits. À cette vue, le Créateur fut effrayé sur le moment. Tant qu'il ne s'agissait que d'un sollicitateur, bon. Mais si chacun de ceux qui venaient d'arriver avait à lui soumettre un projet particulier avec les explications adéquates, cela durerait des siècles. Toutefois, dans son extraordinaire bonté, il se prépara à supporter l'épreuve. Les casse-pieds sont une plaie éternelle. Il soupira seulement. Odnom le rassura. Il n'avait rien à craindre. Tous ces gens n'étaient que des dessinateurs. Le comité exécutif de la nouvelle planète les avait chargés de réaliser les maquettes des innombrables espèces d'êtres vivants, de plantes et d'animaux nécessaires à une bonne réussite. Odnom et ses camarades n'avaient pas perdu de temps. Loin de se présenter avec un vague plan abstrait, ils avaient prévu les moindres détails. Et peut-être avaient-ils pensé dans le fond de leur cœur mettre le très haut devant le fait accompli, avec le fruit d'un tel travail précis. Mais ce n'était pas la peine. Ce qui s'était annoncé comme un défilé massacrant de quémandeurs devient au contraire pour le Créateur une soirée plaisante et brillante. Non seulement il examina avec intérêt, sinon tous, du moins la plus grande partie des dessins, des plantes et des animaux, mais il participa volontiers aux discussions relatives qui s'élevaient souvent entre leurs auteurs. Chaque dessinateur était naturellement désireux de voir son propre travail approuvé et éventuellement loué. La diversité des tempéraments était symptomatique. Comme partout ailleurs, dans n'importe quel endroit de l'univers, il y avait l'immense masse des humbles, qui avaient trimé dur pour créer la base solide, pourrions-nous dire, de la nature vivante. Maquettistes à l'imagination souvent limitée, mais d'une technique scrupuleuse, et qui avaient dessiné un par un tous les micro-organismes, les mousses, les lichens, les insectes relevant de l'administration courante, en somme, les êtres de moindre importance. Et puis, il y avait les artistes de talent, les fantaisistes, esbrouffeurs qui tenaient à briller et à se faire remarquer, ce qui les avait poussés à concevoir des créatures bizarres, compliquées, fantastiques et quelquefois aberrantes. Certaines d'entre elles, par exemple, des dragons qui avaient plus de 10 têtes, durent être refusées, jetées à la corbeille. Les dessins étaient faits sur un papier de luxe, en couleur et grandeur nature. Ce qui mettait en nette infériorité les maquettismes des organismes aux dimensions plus modestes.
Les auteurs des bactéries, virus et autres passaient presque inaperçus, malgré leur mérite incontestable. Évidemment, ils présentaient de petits bouts de papier de la dimension d'un timbre-poste qui portaient des signes imperceptibles que notre œil humain n'aurait pu distinguer. Mais le leur, si. Il y avait entre autres l'inventeur des tardigrades, qui allait et venait avec son minuscule album de croquis, grand comme l'œil d'un moustique, s'attendant à ce que les autres apprécient la grâce de ces futurs animalcules dont la silhouette évoquait vaguement de petits oursons. Mais personne ne lui accordait la moindre attention. Heureusement que le Tout-Puissant, à qui rien n'échappait, lui fit un petit clin d'œil qui valait une poignée de main enthousiaste, ce qui lui réchauffa le cœur. Une vive altercation s'éleva entre l'auteur du projet du chameau et son collègue qui avait imaginé le dromadaire, chacun prétendant avoir eu le premier l'idée de la bosse, comme si c'était une trouvaille géniale. Chameau et dromadaire laissèrent l'assistance plutôt froide. La plupart les jugèrent de très mauvais goût. Ils furent acceptés, mais de justesse. La proposition des dinosaures souleva un tollé général. Un groupe hardi d'esprits ambitieux défila en parade, brandissant sur de très hauts chevalets les gigantesques dessins de ces puissantes créatures. L'exhibition fit indiscutablement une certaine sensation. Tout de même, les énormes animaux étaient exagérés. Malgré leur taille et leur corpulence, il était peu probable qu'ils survivraient. Pour ne pas chagriner les braves artistes qui avaient mis tout leur talent, le roi de la création concéda toutefois l'exéquatur. Un éclat de rire général et bruyant accueillit le dessin de l'éléphant. La longueur de son nez semblait excessive, grotesque même. L'inventeur rétorqua qu'il ne s'agissait pas d'un nez, mais d'un organe très spécial, pour lequel il proposait le nom de proboscide ou trompe. Le mot plut, il y eut quelques applaudissements isolés. Le Tout-Puissant sourit. Et l'éléphant lui aussi passa l'épreuve avec succès. Par contre, un succès immédiat et fantastique alla à la baleine. 6 esprits volants soutenaient la planche démesurée avec le portrait du monstre. Il fut d'emblée extrêmement sympathique à tous et souleva une chaleureuse ovation. Mais comment se souvenir de tous les épisodes de cette interminable revue ? Parmi les clous les plus remarquables, nous pouvons citer certains grands papillons aux vives couleurs, le serpent boa, le séquoia, l'archéoptérix, le paon, le chien, la rose et la puce. On s'accorda à l'unanimité pour prédire un long et brillant avenir à ces 3 derniers personnages. Pendant ce temps, au milieu de toute cette foule d'esprits qui se pressaient et se bousculaient autour du Tout-Puissant, assoiffé de louanges, un solitaire allait et venait, un rouleau sous le bras. Importun, fâcheux, ô combien assommant. Il avait un visage intelligent
Cela oui, on ne pouvait pas le nier. Mais une telle opiniâtreté. Une vingtaine de fois au moins, il chercha à se faufiler au premier rang à coups de coude pour attirer l'attention du Seigneur. Mais sa véhémence orgueilleuse agaçait. Et ses collègues, feignant de l'ignorer, le repoussaient en arrière. Il fallait autre chose pour le décourager. Et, aïe donc, il réussit finalement à parvenir au pied du Créateur, et avant que ses compagnons aient eu le temps de l'en empêcher, il déploya le rouleau, offrant au regard divin le fruit de son talent. Les dessins représentaient un animal dont l'aspect était vraiment désagréable, pour ne pas dire répugnant, mais qui frappait toutefois, parce que totalement différent de tout ce qu'on avait vu jusqu'alors. D'un côté était représenté le mâle, de l'autre la femelle. Comme beaucoup d'autres bêtes, ils avaient 4 membres, mais, du moins à en juger d'après les dessins, ils n'en utilisaient que 2 pour marcher. Pas de poils, si ce n'est quelques touffes, ça et là, spécialement sur la tête, comme une crinière. Les 2 membres antérieurs pendouillaient sur les côtés d'une façon un peu ridicule. Le museau ressemblait à celui des singes, qui avaient déjà été soumis avec succès à l'examen. La silhouette n'était plus fine, harmonieuse et galbée comme celle des oiseaux, des poissons, des coléoptères, mais dégingandée, gauche, et dans un certain sens, indécise. Comme si le dessinateur, au moment critique, s'était senti découragé et fatigué. Le Tout-Puissant jeta un coup d'œil. On ne peut pas dire que ce soit bien beau, Observa-t-il en adoucissant par l'amabilité du ton la sévérité de son jugement. mais peut-être cet animal a-t-il quelque utilité particulière? Oui, ô Seigneur. Il s'agit, modestie mise à part, d'une invention formidable. Ceci serait l'homme et cela la femme. Indépendamment de l'aspect physique qui, je l'admets, est discutable, j'ai cherché à les faire de telle façon qu'ils soient, pardonne-moi ma hardiesse, à ta ressemblance, ô Très-Haut. Ce sera, dans toute la création, le seul être doué de raison, l'unique qui pourra se rendre compte de ton existence, l'unique qui saura t'adorer. En ton honneur, il bâtira des temples grandioses et il livrera des guerres terriblement meurtrières. Aïe, 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 aïe. Tu veux dire que ce serait un intellectuel? Fais-moi confiance, mon fils. Non, pas d'intellectuel. L'univers en est exempt par chance jusqu'à présent, et j'espère qu'il restera tel jusqu'à la fin des millénaires. Je ne nie pas, mon garçon, que ton invention soit ingénieuse. Mais peux-tu m'assurer de son éventuelle réussite? Que cet être que tu as imaginé soit doué de qualités exceptionnelles, c'est possible. Mais, à en juger d'après sa mine, il m'a tout l'air d'être une source d'embêtement, à n'en plus finir. Cependant, je dois dire que j'ai pris plaisir à constater ton habileté. Je serais même heureux de te remettre une médaille. Mais je crois prudent que tu renonces à ton projet. Ce type-là, si je lui donnais un tant soit peu de mou, serait bien capable un jour ou l'autre de me manigancer les pires ennuis. Non. Non.
Laissons tomber. Et il le congédia d'un geste paternel. L'inventeur de l'homme s'en alla en rechignant, sous les sourires discrètement narquois de ses confrères. À vouloir trop bien faire. Puis vint le tour de l'auteur du projet des tétraonides. La journée avait été mémorable et heureuse. Comme toutes les grandes heures faites d'espoir, d'attente de choses belles sur le point de se produire, mais qui ne sont pas encore. Comme toutes les heures de jeunesse. La terre allait naître avec ses merveilles bonnes et cruelles, béatitudes et angoisses, amour et mort. Le mille-pattes, le chêne, le ver solitaire, l'aigle, l'ichneumon, la gazelle, le rhododendron, le lion. L'importun allait et venait encore, infatigable et tellement ennuyeux, avec son porte-document. Il regardait sans cesse là-haut, quêtant dans la pupille du maître un signe de contre-ordre. Les sujets préférés étaient pourtant tout différents. Faucon et paramécie, armadille et timbergie, staphylocoque et potocarpe, cyclopide et iguanodon. Jusqu'au moment où la terre fut remplie de créatures adorables et odieuses, douces et sauvages, horribles, insignifiantes, très belles. Un bruissement de fermentation, de palpitations, de gémissements, de ululements et de chants allait naître des forêts et des mers. La nuit descendait. Les dessinateurs, ayant obtenu le suprême accord, s'en étaient allés, satisfaits, qui d'un côté, qui d'un autre. Un peu las, le sublime se retrouva seul dans l'immensité qui se peuplait d'étoiles. Il allait s'endormir en paix. Il sentit qu'on tirait doucement le bord de son manteau. Il ouvrit les yeux, abaissa son regard et vit cet importun qui retournait à la charge. Il avait de nouveau déroulé son dessin et le fixait avec des yeux implorants. L'homme, quelle idée folle, quel dangereux caprice. Mais dans le fond, quel jeu fascinant, quelle terrible tentation. Après tout, peut-être cela en valait-il la peine. Advienne que pourra. Et puis, en période de création, on pouvait bien se montrer optimiste. Allons, donne-moi ça, dit le Tout-Puissant, en saisissant le fatal projet
et il y apposa sa signature. Et voilà pour cette nouvelle bonus.